Je suis un neuroscientifique. Mon métier, c'est quand même d'être un spécialiste du sommeil. J'ai été formé à l'université de Stanford, en Californie, et donc j'ai été baigné dans les neurosciences, même si, en même temps, à Stanford, j'étais l'élève de Bettelheim et également de Václavic, c'est-à-dire en psychanalyse d'enfants et également en thérapie familiale. Donc j'essaye d'être ouvert, de prendre ce qu'il y a de bon dans chaque théorie, mais quand même, le lait qui m'a nourri dans ma formation initiale sur le sommeil, ce sont les neurosciences. Quelles sont les fonctions du rêve et du sommeil paradoxal? Puisque, vous le savez sans doute, c'est au cours du sommeil paradoxal que se produisent, certains pensent la totalité des rêves, d'autres pensent qu'on peut rêver dans tous les stades de sommeil, mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est en sommeil paradoxal que les rêves les plus vivides, les plus vivants, les plus symboliques peuvent se produire. Donc la première fonction du sommeil paradoxal, c'est déjà in utero, et probablement, enfin, et certainement tout au long de la vie, c'est d'inventer des scénarios. C'est-à-dire que quand on rêve, en fait, on fait une expérience de la psychose, parce que rêver, c'est avoir des hallucinations, bâtir des scénarios improbables et y croire dur comme fer. Or, avoir des hallucinations et délirer tout en y croyant, c'est la définition même de la psychose. Donc chacun d'entre nous, 4 à 5 fois par nuit, pendant 20 minutes, est complètement fou, est complètement psychotique, mais Dieu merci, au réveil, il ne l'est plus. Donc on élabore des scénarios de vie, tous plus improbables les uns que les autres, qui nous permettent en fait, selon certains auteurs, de faire face à toutes les situations possibles, même les plus incroyables. Devenir un humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire devenir un humain au sens social du terme. Et là, c'est une étude initiale qui a été refaite pas mal de fois de Cyrulnik, Boris Cyrulnik et Ohayon. C'est une étude très ancienne qui a été réalisée à l'époque où ils travaillaient tous les deux à Marseille. Boris Cyrulnik est resté dans la région de Marseille, du côté de Toulon, alors qu'Ohayon, maintenant, est on va dire, c'est le ponte mondial de l'épidémiologie du sommeil, et il travaille à Stanford. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque? Ils ont pris des chatons, des bébés chats, et ils leur ont donné des médicaments qui bloquent le sommeil paradoxal. C'était des antidépresseurs. Presque tous les antidépresseurs bloquent le sommeil paradoxal. Et ensuite, ils les ont laissés grandir. Et qu'est-ce qu'ils ont observé? C'est que ces bébés chats qui n'avaient pas rêvé, eh bien, ils ne savaient pas les codes sociaux des chats. C'est-à-dire que quand un bébé chat croisait, qui était devenu un grand chat, mâle, croisait une chatte, ben, il ne savait pas comment faire avec elle, il était incapable de s'accoupler. S'il croisait d'autres mâles, il ne savait pas non plus se comporter avec eux. Bref, ces chats n'avaient aucun des codes sociaux. Et ça a été fait avec d'autres espèces animales. Alors bien sûr, ça n'a pas été fait avec des êtres humains, mais il semblerait quand même que le fait d'élaborer ces scénarios de vie permet aussi d'élaborer des scénarios sociaux, et que quelqu'un qui ne rêverait pas deviendrait un antisocial, un asocial, serait incapable de dealer avec ses contemporains. Donc ça paraît être extrêmement important de rêver quand on est in utero et quand on est un bébé et même quand on est un enfant. Rêver, ça sert aussi à trier ses souvenirs. Et c'est là que je pense que Freud a eu tort, c'est qu'en fait, on sait que 99,9% des rêves sont complètement inintéressants, à savoir que, eh bien, on rêve de ce qu'on a fait dans la journée. Bon, Giuseppina a des lunettes bleues. Bon, elles sont très jolies, ces lunettes, mais je ne suis pas sûr que dans 10 ans, ce sera essentiel pour moi de me souvenir qu'elle avait des lunettes bleues aujourd'hui. Donc, probablement, cette nuit, je vais faire un micro-rêve de lunettes bleues, et hop, je vais le dégager, je vais le mettre à la poubelle, exactement comme un ordinateur qui fait défiler, par exemple, des codes, qui les jette tous, puis tout d'un coup, paf, il y a un souvenir intéressant. Alors, j'espère que ceux qui m'écoutent en ce moment, cette nuit, vont trouver que ma conférence est intéressante, et hop, vont l'engrammer, vont l'archiver, l'envoyer du côté de l'hippocampe et la garder définitivement. Donc, quand on rêve, on fait du sommeil paradoxal, on vire tout ce qui n'est pas pertinent, tout ce qui n'est pas passionnant, et on garde uniquement, donc c'est vraiment un tout petit micro pourcentage des rêves, on les trie et on les archive
probablement grâce au sommeil lent profond, donc à l'hormone de croissance, qui est une hormone anabolisante, qui permet donc d'engrammer les souvenirs. On régule ses émotions. Alors là, c'est une évidence. La plupart des rêves dont on se souvient sont des rêves qui sont très émotionnels. Alors, un mot pour expliquer que tout le monde rêve toutes les nuits, je vous l'ai dit, 4 à 5 fois pendant 20 minutes, mais qu'il y a plein de gens qui disent « mais moi, je rêve pas ». Moi, personnellement, par exemple, je rêve très peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dors bien. Pourquoi? Parce que pour se souvenir d'un rêve, il faut se réveiller pendant au moins 3 minutes en cours de sommeil paradoxal ou juste après. Ce qui veut dire que quelqu'un qui ne se réveille jamais plus de 3 minutes n'aura aucun souvenir de rêve. Et moi, quand mes patients viennent me voir en disant je rêve jamais, ben, je dis cool, c'est que vous dormez très bien puisque vous n'avez pas de réveil supérieur à 3 minutes. Donc, lorsqu'on a un rêve très émouvant, ben souvent il réveille parce que il abaisse le seuil d'éveil et donc on va s'en souvenir. Et donc on s'aperçoit que très souvent ces rêves émotionnants, c'est pas français, permettent de digérer, d'accepter une émotion, une frustration ou au contraire une récompense qu'on a eue dans la journée. Et enfin, un autre rôle très important du rêve, c'est de digérer, c'est pas un terme scientifique, les traumatismes. Je m'explique. Ça, c'est le rôle du cauchemar. Tous les parents ont eu des enfants qui hurlaient la nuit parce qu'il y avait un cauchemar. Alors, soyons tout de suite clairs, faisons la différence entre la terreur nocturne et le cauchemar. Dans les deux cas, l'enfant hurle. Là, 2, 3, 4, 5, 6 ans. Les parents arrivent au galop. Si c'est une terreur nocturne, qui est un phénomène neurologique, qui montre qu'il n'y a pas encore une maturation suffisante du cerveau et qui va guérir tout seul, eh bien, ça se passe plutôt en première partie de nuit. Les parents arrivent au galop, c'est 1 heure, 2 heures du matin, et ils voient un enfant qui est totalement terrifié, qui peut hurler, mais qu'on n'arrive pas à réveiller. Même s'il a les yeux écarquillés, on n'arrive pas à prendre contact avec lui. D'ailleurs, ça ne sert à rien, il ne faut pas chercher à le réveiller. Parce qu'on peut entraîner, si on le secoue trop, à entraîner une réaction d'effroi. C'est comme les somnambules, ça ne sert à rien de les réveiller. L'idéal, c'est de les caresser, de leur chanter une petite berceuse. Les somnambules, on les remet au lit. Et les enfants contre une terreur nocturne, pareil, on les aide à se calmer. Et le lendemain matin, celui qui a une terreur nocturne n'a aucun souvenir. Alors que, même scénario, hurlement, les parents arrivent au galop, on est dans la deuxième partie de la nuit, quand il y a le plus de sommeil paradoxal, le gamin est assis au bord de son lit, les yeux grands ouverts, c'est affreux, il y a un loup qui vient d'entrer dans ma chambre, il y a un monstre qui est caché dans le placard, il y a une maîtresse avec des grandes canines comme un Dracula qui veut me dévorer. Bref, l'enfant raconte son cauchemar. Et ça, c'est un mauvais rêve. Et on s'aperçoit systématiquement que lorsqu'un enfant fait un cauchemar, c'est que dans la journée, il y a eu une injustice à l'école, qu'il y a eu une scène de ménage chez les parents, qu'il y a un risque de divorce, qu'il y a eu un déménagement, bref, qu'il y a eu un événement de vie qui fait que l'enfant crée ce cauchemar pour scénariser sa solution. Donc le cauchemar est quelque chose de très thérapeutique, très utile. Le problème, c'est s'il se répète. Parce que s'il se répète, ça veut dire qu'il ne remplit pas sa fonction et il faut faire quelque chose. Donc moi, la technique que j'utilise et que je livre aux parents, c'est le petit enfant qui a fait son cauchemar. S'il sait écrire, on lui demande d'écrire son cauchemar et de trouver une bonne fin. Il y a un loup qui était dans ma chambre, il s'était mis sous mon lit, et heureusement, il y a un chasseur qui est arrivé avec un fusil, il a tué le loup, et en plus, le chasseur, c'était ma maman ou mon papa. Et on voit qu'au bout de 2 ou 3 fois, eh bien, le problème est résolu. Et si l'enfant ne sait pas encore écrire, on peut lui demander de dessiner son cauchemar, et pareil, de trouver un scénario de bonne fin pour que ce cauchemar puisse enfin faire son rôle, ne soit plus répétitif et ne pourrisse plus la vie aussi bien des parents que des enfants.